Je m'appelle Clarabelle Thornton. Le soir où ma sœur m'a dit d'aller m'asseoir ailleurs parce que je n'étais pas de la vraie famille, un éclat de rire a fusé autour de moi. Puis, on m'a glissé l'addition de 3200 €. Je l'ai payé en silence, les mains tremblantes, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé pour toujours. Le tintement des couverts et le bourdonnement des conversations emplissaient le restaurant. Pour moi, tout cela s'est fondu en un bourdonnement creux après les mots d'Hélène. Ma chaise a raclé doucement quand je me suis levée, tâchant de cacher mes genoux qui tremblaient. J'ai parcouru quelques pas jusqu'à une table près du bar. Chaque claquement de mes talons semblait souligné par des chuchotements et des regards en coin des clients qui avaient compris l'humiliation. Je me suis assise seule, les mains croisées sur mes genoux, sentant le poids de leurs regards plus lourd que n'importe quel lustre au-dessus de moi. De là où j'étais, je les entendais encore. Victor se vantant de ses placements, Henri éclatant de rire à une histoire qu'il racontait pour la énième fois. Marguerite félicitant Hélène pour son choix de vin. Leur rire a de nouveau gonflé, comme si m'écarter n'avait été qu'un divertissement. Quand les assiettes ont été débarrassées et que les fourchettes à dessert ont heurté la porcelaine, je me suis préparée à la dernière gifle. Le serveur est arrivé, hésitant légèrement avant de poser l'addition devant moi. Mes yeux se sont figés sur le chiffre. 3200 €. Un souffle sec m'a échappé. Hélène s'est renversée sur sa chaise, un sourire venimeux aux lèvres, et m'a lancé d'une voix mielleuse. Allez, Clarabelle. Considère ça comme un petit merci pour toutes ces années où on t'a gardé sous notre toit. Mes doigts tremblaient quand j'ai glissé ma carte dans l'étui, ma signature vacillant sur le ticket. J'ai forcé un sourire au serveur, tentant de masquer la brûlure de honte dans ma poitrine. Quand je lui ai rendu l'étui, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Ce moment, leur rire, l'addition, le regard triomphal d'Hélène. Tout s'est gravé comme une cicatrice. Je suis partie la tête haute. Mais à l'intérieur, je portais un serment aussi tranchant que du verre brisé, plus jamais il ne déciderait de ma valeur. J'avais grandi avec des rappels constants que je n'étais pas des leurs. Pour les 16 ans de Victor, l'allée brillait d'une voiture neuve sous les regards des voisins, pendant que je parcourais des kilomètres à pied dans des chaussures trouées par la pluie. Hélène recevait des robes neuves enveloppées dans du papier de soie, aux couleurs éclatantes, alors que je me glissais dans des vêtements qui sentaient le renfermer, aux coutures usées avant même d'avoir effleuré ma peau. Quand je demandais ce que je pourrais étudier, ce que je pourrais devenir, la réponse n'était jamais un encouragement. C'était un rappel sec, contente-toi déjà d'avoir un toit. Sans Éléonore, j'aurais peut-être fini par accepter leur version de la vérité. Elle était la seule à me voir. La seule à être venue à ma remise de diplôme, glissant un livre dans mes mains, sa voix claire dans le vacarme du gymnase. Tu n'as besoin de personne pour te donner de la valeur, Clarabelle. Tu la construiras toi-même. Cette phrase est restée en moi, comme une graine plus forte que toutes les humiliations. Éléonore intervenait rarement dans la cruauté familiale, mais son regard, toujours attentif, me rappelait que je n'inventais rien. Ce soir-là au restaurant, je m'étais préparée à filer discrètement après avoir payé. J'étais brisée et je ne voulais qu'échapper. Mais le bruit de la chaise d'Éléonore a figé la salle dans le silence. Elle s'est levée, canne plantée au sol, sa voix emplissant chaque recoin. Je ne resterai pas assise à vous regarder détruire Clarabelle une seconde de plus. Les conversations sont mortes. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Ma poitrine s'est serrée quand elle a sorti de son sac une enveloppe scellée. J'ai signé un nouveau testament hier, a-t-elle déclaré. Chaque bien, chaque société, chaque part revient à Clarabelle. Aucun de vous n'héritera. Les mots sont tombés comme un coup de tonnerre. Le verre de Victor a glissé et s'est brisé au sol. La mâchoire d'Hélène s'est figée, son visage tordu d'incrédulité. Les visages d'Henri et Marguerite se sont vidés de leur couleur. Mon pouls battait si fort que j'avais l'impression que mon corps ne pouvait contenir un tel choc. En un instant, ce restaurant élégant n'était plus un lieu de lustre et de verre à vin. C'était une arène, et je n'en étais plus le jouet. J'en étais devenu le centre, l'œil du cyclone formé depuis des décennies et qui éclatait enfin. L'annonce d'Éléonore s'est propagée comme un feu de broussailles. En quelques jours, mon téléphone a été inondé. Les messages de Victor sont arrivés en premier, menaçants, se transformant en accusations. Ceux d'Hélène ont suivi, dégoulinant de venin sous couvert d'indignation. Puis un soir, la voix de Victor a tranché dans le combiné, glacial. Clarabelle, cette mascarade ne tiendra pas. On t'attaque en justice. Tu ne nous as pas assez humiliés comme ça? Maintenant tu veux nous voler? J'étais seule dans mon appartement de Lyon, la lumière des lampadaires découpant des bandes sur les murs.
Les mots piquaient, non parce qu'ils me surprenaient, mais parce qu'ils dévoilaient au grand jour ce que j'avais toujours été pour eux, le bouc émissaire. Les tabloïds n'ont pas mis longtemps à s'emparer de l'histoire. La fille adoptive rafle l'héritage. Ange ou manipulatrice? Les paparazzis me suivaient jusque dans les courses ou en sortant de mon bureau. Chaque image devenait une arme pour nourrir leur récit. Des inconnus disséquaient ma vie avec jubilation. Leurs commentaires formaient un cœur de jugement. Le premier coup réel est tombé quand j'ai appris que Victor avait engagé un détective privé pour fouiller chaque recoin de mon passé. Le second a suivi aussitôt, Hélène déversait son venin en direct à la télévision, affirmant à des millions de spectateurs que j'avais manipulé l'état fragile d'Éléonore. L'animateur hochait gravement la tête, le public murmurait avec compassion. Depuis mon appartement de Lyon, je me sentais comme la méchante d'une pièce écrite par d'autres, prisonnière de leur scénario. Mais ensuite, est venue la tournure que je n'aurais jamais imaginée. Un après-midi, Éléonore me fit venir dans son bureau de la maison au bord du lac d'Annecy. Des papiers s'étalaient sur son bureau, lourds d'encre et de preuves. Elle fit glisser le dossier vers moi. « Clarabelle, murmura-t-elle, tu dois voir ça. Henri et Marguerite ne t'ont pas seulement maltraité. Ils t'ont volé. 550 000 € que tes parents avaient laissés pour ton éducation et tes soins. Ils ont tout dépensé. » Je feuilletais les relevés, la poitrine se serrant à chaque ligne. Frais de scolarité pour l'école privée de Victor, billets d'avion pour les vacances européennes d'Hélène, rénovation de la maison familiale, tout cela prélevé sur l'argent qui m'était destiné. Pendant des années, je m'étais demandé si je n'étais pas ingrate, si mes blessures n'étaient pas imaginaires. Mais en regardant ces chiffres, je savais enfin la vérité. Je n'avais pas seulement été privée d'affection. On m'avait volé dès la mort de mes parents. Le lendemain matin, je me suis assise à côté d'Éléonore. Ses mains tremblaient quand elle soulevait sa tasse de thé, sa voix plus fine qu'avant. Je posai la question restée coincée toute la nuit sur ma langue. « Depuis combien de temps sais-tu » Son soupir portait le poids des années. 2 ans. J'ai fait enquêter mon avocat discrètement. Je ne pouvais pas les accuser sans preuve. Clarabelle, ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la façon dont ils t'ont utilisé, comment ils ont bâti leur vie sur ce qui t'appartenait, et je refuse de quitter ce monde en laissant ce mensonge perdurer. Son regard accrocha le mien, inébranlable malgré les ombres sous ses yeux. Les médecins disent que c'est un stade 4, cancer du pancréas. Mon temps est court, mais avant de partir, je veux justice pour toi. Ces mots me transpercèrent plus profondément que toutes les insultes de Victor ou d'Hélène. Le soulagement de savoir qu'elle avait toujours vu la vérité se mêlait au chagrin de la perdre bientôt. Elle prit ma main, son étreinte fragile mais ferme. On le fera ensemble. Une conférence de presse, tous les documents, toutes les preuves à la vue de tous. Tu ne seras plus jamais silencieuse. Je la regardai, frêle mais inflexible, et quelque chose s'embrasa en moi. Pour la première fois depuis des décennies, l'espoir surpassait la douleur. Cette fois, le monde m'entendrait. Cette fois, la justice ne leur appartiendrait plus. La pluie du matin ressemblait à un avertissement, petite piqûre froide sur mon manteau. Quand Éléonore et moi sommes entrés dans la salle de conférence bondée, les caméras clignotaient comme une constellation devenue hostile. Les micros se tendaient vers nous comme pour arracher la vérité à l'air. Je m'assis à ses côtés, les doigts crispés sur l'accoudoir, écoutant maître Cadorel disposer les documents pour que les objectifs ne ratent rien, relevés bancaires, transferts notariés, certificats médicaux prouvant ce qu'Éléonore avait toujours affirmé. Quand elle prit la parole, sa voix était plus stable que la mienne. Elle nomma les petites cruautés qui m'avaient suivi pendant des décennies, puis poussa les papiers et dit clairement que l'argent destiné à mon éducation avait été détourné. La salle retint son souffle. Pour la première fois, la blessure privée devenait dossier public. Puis Hélène fit irruption dans l'encadrement de la porte, le mascara coulant sur ses joues, chaque syllabe dégoulinant d'indignation. Elle me pointa du doigt et m'accusa, bruyante, théâtrale, désespérée. Les caméras captèrent chaque tremblement de sa voix. Au lieu de reculer devant le spectacle, Éléonore se pencha vers moi et murmura. « Regarde, ils se détruisent eux-mêmes. » Ces mots furent comme une allumette dans l'obscurité. Je restai là tandis que le monde voyait enfin la plaie à vif. La vidéo de l'éclat d'Hélène devint virale avant le dîner. Les réseaux sociaux se remplirent de gens qui ne m'avaient jamais connu, certains offrant leur sympathie, d'autres fouillant pour salir. 3 jours plus tard, l'avocat de la famille déposa une plainte m'accusant de manipulation et d'influence indue. Le récit se retourna. La défenseuse devint l'accusée. Puis vinrent les rumeurs.
une prétendue liaison avec un client fortuné, des insinuations d'inconduite qui n'avaient pas besoin de preuves pour blesser. Des sources anonymes. Des journalistes opportunistes. Des titres venimeux, chacun calculé comme un coup. Un soir, une voix d'homme me menaça de tout abandonner ou d'être exposé. Mes mains tremblaient, non de peur seulement, mais de la colère longtemps contenue. Cadorel étala nos preuves sur la table basse d'Éléonore et parla avec la franchise d'un homme habitué aux tempêtes. Ils fabriqueront du bruit. Nous répondrons par des faits. En regardant Éléonore se reposer, son souffle court mais son regard intact, je sentis la véritable nature de notre combat, pas l'argent, mais la vérité sur qui j'avais toujours été. Cette fois, je ne me tairai pas. Le palais de justice brillait sous le soleil, mais dans la salle d'audience l'air était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Je poussai le fauteuil d'Éléonore jusqu'à notre table. Cadorel marchait à nos côtés, son calme manquant. En face, Henri, Marguerite, Victor et Hélène. Leurs costumes impeccables, leurs expressions aiguisées comme des lames de ressentiment. Leur avocat se leva le premier, voix lisse mais coupante. Il me peignit en manipulatrice, une parasite qui aurait profité de la faiblesse d'une vieille femme. Elle a exploité madame et abusé de son jugement pour voler ce qui ne lui appartenait pas, déclara-t-il, son regard me transperçant comme pour me défier de nier. Chaque mot de leur avocat allumait en moi une colère et une tristesse égales, parce que la vérité était plus simple, je n'avais jamais voulu leur argent. Seulement la reconnaissance. Seulement la justice. Maître Cadorel se leva avec une précision calme. Il empila les preuves et ouvrit chaque classeur pour que la cour les voie. Les relevés bancaires retraçaient le vol des 550 000 euros, retirés et redirigés pour payer les études de Victor, les voyages d'Hélène, le confort d'Henri et Marguerite. Des témoins racontèrent les années d'humiliation, de regard glacial, de refus. Puis vinrent les dossiers médicaux, preuve éclatante de l'esprit lucide d'Éléonore lorsqu'elle signa son testament. Mais c'est la vidéo qui fit éclater la salle. À l'écran, Hélène hurlant devant les journalistes, sa voix aiguë résonnant. « Cet argent nous revient. Nous l'avons élevé. » Les mots ricochèrent dans la salle, une confession à ciel ouvert. Je la vis pâlir devant son propre reflet, ses lèvres tremblantes. Je me levai, ma voix fragile, mais se raffermissant à chaque syllabe. Je ne suis pas ici pour voler. Pendant 30 ans, j'ai été invisible dans l'unique foyer que j'avais. Écarté des photos de famille, moqué dans des vêtements usés, privé même d'une modeste demande pour mes études. Tout ce que mes parents m'avaient laissé a été dépensé pour leurs propres enfants. Aujourd'hui, je ne demande qu'une chose, qu'on me reconnaisse comme quelqu'un qui mérite justice. Le silence qui suivit fut immense. J'entendais mon cœur battre dans mes tempes, mais je ne faiblis pas. La juge Morisson se pencha, ses cheveux argentés scintillant sous la lumière, ses yeux aiguisés par la décision. Après examen des preuves et des témoignages, cette cour reconnaît la validité du testament. L'héritage est attribué intégralement à Clarabel Thornton. Henri et Marguerite sont condamnés à rembourser les 550 000 euros détournés, avec les intérêts portant le total à 1,6 million d'euros. L'affaire est close. Son maillet frappa. Le son fut à la fois tonnerre et délivrance. En face de moi, Henri s'effondra sur sa chaise comme si le poids des années l'écrasait enfin. Marguerite enfouit son visage dans ses mains, ses sanglots étouffés contre le bois. Victor baissa la tête, tout son aplomb évaporé, et Hélène bondit sur ses pieds, sa voix se brisant en un cri. Non. C'est une fraude. Elle n'est qu'une sangsue. Les huissiers intervinrent rapidement, la saisissant par les bras tandis qu'elle se débattait et hurlait, sa protestation se dissolvant en écho dans le couloir. Je restai immobile, des larmes glissant librement, en serrant la main fragile d'Éléonore. Elle tourna son visage vers moi, sa voix un murmure mais tranchante de fierté. « Tu as gagné ma chère et tu l'as mérité. » Ces mots emplirent le silence laissé par leur défaite. Et pour la première fois, je sentis la balance pencher entièrement de mon côté. La justice avait parlé, et elle portait mon nom. Le verdict se propagea comme une onde de choc, et bientôt la ville elle-même semblait vibrer avec mon histoire. Les kiosques arboraient ma photo en première page, les titres en caractères gras. La fille adoptive l'emporte, justice face à la famille fortunée. La photo n'était pas celle d'une femme peinte en parasite ou en opportuniste. C'était moi, debout, dos droit, les mains jointes avec détermination, une figure qui avait enfin parlé et été entendue. Les journaux télévisés rediffusaient des extraits du procès, leur voix résonnant dans les salons à travers tout le pays. L'image d'Hélène hurlant aux caméras, ses propres mots retournés contre elle, était diffusée tant de fois qu'elle devint un symbole de l'arrogance qui se défait.
Pour la première fois de ma vie, le public ne riait pas de moi. Il m'écoutait. Quand une chaîne locale demanda une interview en direct, je ressentis le tremblement familier de la peur. Les caméras avaient toujours servi à déformer mon histoire, à découper ma vie en morceaux pour des titres cruels. Mais cette fois, je savais que le récit sortirait de mes lèvres. Assise sous les lumières brûlantes du studio, l'animateur en face de moi, je parlais clairement. Le plus dur dans ce combat n'a jamais été l'héritage, dis-je, ma voix portant plus loin que je ne l'aurais cru. C'était de vivre sous un toit où je n'ai jamais été traitée comme une fille. Chaque jour, on me rappelait que j'étais une étrangère. Le jugement ne restitue pas seulement de l'argent volé. Il rend la dignité. Pas seulement pour moi, mais pour chaque enfant qu'on a fait se sentir moins que rien parce qu'il était adopté. Le studio tomba dans un silence vibrant, celui où les gens retiennent leur souffle. Puis les applaudissements éclatèrent, montant comme une vague, se répandant dans les foyers à travers la diffusion. Plus tard, des lettres et des messages affluèrent. Des adoptés, des enfants placés, des personnes ayant vécu des années dans l'ombre. Leurs mots disaient tous la même chose, merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas dire. Je sortis de cette interview les épaules plus légères que jamais. Un poids que j'avais porté pendant des décennies venait enfin de tomber. Non parce que le passé avait changé, mais parce que je l'avais nommé pour ce qu'il était et refusé d'être silencieuse. Les semaines suivantes furent un tourbillon de signatures, de procédures, de gros titres. Mais sous la tempête publique, la vérité privée persistait. Éléonore déclinait. Ses pas devenaient plus lents, sa respiration plus courte, son corps plus fragile chaque jour. Je passais des heures à son chevet, la lavande des sachets près de sa commode emplissant l'air. Elle dormait souvent, mais quand ses yeux s'ouvraient, il brillait encore du feu qui avait porté sa voix au tribunal. Un soir, elle tendit la main vers la mienne, ses doigts frais mais fermes. « Clarabelle, murmura-t-elle, la voix fine mais inébranlable. Ne les laisse jamais te définir. Tu es mon héritage. Pas à cause de ce que je t'ai laissé, mais parce que tu as trouvé la force de te battre quand il te voulait silencieuse. » Des larmes glissèrent sur mes joues tandis que je me penchais vers elle, respirant le parfum familier de ses cheveux argentés, doux contre ma joue. Je lui murmurai que je porterais toujours ces mots, que je l'honorerais, non par l'argent, mais par la vie que je bâtirais. Quelques nuits plus tard, elle s'éteignit dans son sommeil, le visage serein, sa main encore doucement refermée dans la mienne. Le chagrin qui m'a déchiré était brut, mais sous cette douleur battait quelque chose de plus fort, la vérité inébranlable qu'elle m'avait laissée plus que des biens. Elle m'avait donné un univers de force et la permission de vivre non définie par leur cruauté, mais par ma propre résilience. 1 an plus tard, je me tenais dans la tour de verre de la Fondation Éléonore, l'association que j'avais créée en son honneur pour protéger les enfants placés, rejetés comme je l'avais été. Sur les murs, des photos d'enfants souriants brillaient d'espoir. Les journaux ne parlaient plus de moi comme de l'enfant adopté à la chasse à l'héritage. Désormais, ils écrivaient « Une femme qui avait transformé ses cicatrices en force ». Un magazine économique alla jusqu'à titrer « Clarabelle Thornton, la femme qui a transformé la douleur en héritage ». Et mon ancienne famille? Henri et Marguerite durent tout vendre, se réfugiant dans un appartement étroit. Le mariage de Victor se dissout sous le poids des dettes. L'empire d'Hélène s'effondra en faillite, son nom définitivement terni. Un jour, elle m'envoya un courriel, implorant pardon, demandant même de l'argent. Je l'ai supprimé sans hésitation. Ils s'étaient détruits eux-mêmes par leur avidité. En sortant sur le balcon, le coucher de soleil de Lyon baignait la ville de lumière. Les mots d'Éléonore résonnèrent doucement en moi. La plus douce des vengeances n'est pas de les détruire, c'est de bâtir la vie qu'ils n'auraient jamais cru que tu pouvais construire. Et je savais que c'était exactement ce que j'avais accompli.